Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle émission d'Histoire de passer le temps en ce 1er février. Aujourd'hui, votre régisseur, Gabriel Thériault, à l'animation pour la première fois et je suis très choyé d'être si bien entouré de chroniqueuses et de chroniqueurs qui s'entretiendront sur des sujets hautement intéressants. En ce moment, ça va très bien pour notre émission Chérie. Donc, on a un article qui a été publié à propos du succès d'Histoire de passer le temps. Vous pouvez consulter cet article sur la page d'actualité UQAM et même sur le site du département d'histoire de l'UQAM. Nous sommes également rendus avec 1200 mentions j'aime sur notre Facebook. C'est pas rien, on est très fiers de ça. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter ou réécouter l'émission sur le site internet choc.ca, la télécharger en balado sur iTunes et Spotify. Donc revenons à nos invités. Tout d'abord, nous discuterons avec Sean McCutcheon à propos d'une histoire qui est rarement inclue dans le cursus scolaire. Bonjour Sean. Bonjour. Également, un bonjour spécial pour Sabrina Gaudreau-Drouin pour sa première chronique aujourd'hui. Bonjour Sabrina, de quoi parleras-tu pour ton segment? Mais aujourd'hui, en fait, je vais parler de l'abus de la loi dans le cadre des rébellions patriotes de 1837-1838. Mais davantage, là, je vais me concentrer sur le cas précis de Joseph Narcisse Cardinal. Très hâte d'entendre ça. Et finalement, nous sommes accompagnés par Brinta Konesha-Chandra qui abordera l'immigration au Canada d'une communauté particulière. De quelle communauté s'agit-il? Il s'agit de la communauté tamoule. Ah, super, bien d'entendre ça. Puis on a aussi en studio avec nous Louis Vallière de l'Université de Montréal. Tu peux dire bonjour. Bonjour tout le monde. Puis aussi à la régie, nous sommes avec Oriane Davine. Bonjour Oriane. Allô. Comment ça va? Ça va bien, écoute. Super. Puis on a aussi Valérie qui est avec nous en studio. On va s'approcher. Allô, allô. Ah, on l'a entendu. Super. Donc, qu'as-tu à nous raconter aujourd'hui, Oriane? Ben, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un qui s'appelle Jacques Balmat. On l'a aussi appelé Mont Blanc. Pourquoi? Parce que c'était le premier à arriver en haut du Mont Blanc, tout simplement. C'est comme un surnom assez logique. Voilà, c'est ça. Donc je vais vous raconter un petit peu son périple, puis comment est-ce que finalement il a réussi à avoir ce surnom-là. On l'appelait juste Jacques Mont Blanc, là, c'est cool. Donc en fait, c'était une période qui est assez forte en compétition pour prendre les sommets des Alpes, là. C'est les années à peu près 1780, à la fin des années 80. Et en fait, le comte de Saussure, qui lui est pas mal professionnalisé là-dedans, là, il lance une compétition pour l'ascension du Mont Blanc, qui a pas encore été pris et qui est donc le plus haut sommet des Alpes, à 4804 mètres. Et donc, bien sûr, avec une récompense à la clé, sinon ça n'a pas d'intérêt. Ouais, c'est sûr. Et donc en 1786, il y a un sorte d'aventurier c'est un alpiniste passionné qui s'appelle le docteur Paccard qui décide lui de monter le Mont Blanc. Le problème c'est que le docteur Paccard, il connaît pas vraiment là où ça se passe, là, le Mont Blanc, la vallée du Mont Blanc, il connaît pas bien ça, puis il connaît pas les montagnes là-bas, donc il a un petit peu peur de mourir dans la montagne, là. Donc il cherche quelqu'un en fait qui va l'aider, puis il tombe sur un peu un enfant du pays qui vient de là, qui s'appelle donc Jacques Balmat. Il vient d'un petit village de la vallée de Chamonix et donc lui il connaît bien la montagne, il aime ça, il fait souvent de la montagne là, à l'hiver, à l'été, il connaît tous les chemins qui vont en haut potentiellement. Mais il est jamais allé en haut du Mont Blanc quand même, hein. Et donc tous deux ils vont décider de faire l'ascension du Mont Blanc. Ils vont d'ailleurs passer par un passage qui va depuis être abandonné parce qu'il est trop dangereux. Il est abandonné en 1820, donc quand même pas longtemps après on va se dire que ce passage-là est quand même trop dangereux. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Paccard va d'ailleurs devenir aveugle en redescendant du Mont Blanc à cause de la réverbération sur la neige. Là, la lumière sur la neige, il va redescendre à l'aveugle en fait, complètement, parce qu'il verra plus rien. Assez courageux quand même, hein? Ouais, non, c'était toute qu'une époque. Puis on n'avait pas trop de matériel, là, des piolets, puis des cordes, puis c'était tout. Là. C'était quand même des gens qui étaient quand même des aventuriers. Donc ils vont réussir l'ascension du Mont Blanc tous les deux. Ils vont redescendre comme ils peuvent, là, Paccard aveugle, mais il va quand même redescendre. Ouais, le mieux qu'il pouvait. Ouais, c'est ça. Puis Jacques Balmat, lui, il va aller après à Genève pour donc dire au comte de Saussure qu'il a bien monté le Mont Blanc, puis il va avoir sa récompense. Et ça devient quand même vraiment une sommité, là, locale, tu sais, on va dire, oh, c'est le premier qui a monté le Mont Blanc et tout. Puis le comte de Savoie va même donc l'autoriser à porter comme patronyme Mont Blanc. Donc parfois on l'appelle Balmat du Mont Blanc, parfois on l'appelle juste Mont Blanc, là, Jacques Mont Blanc. Et puis
surtout en quoi il est intéressant, il est aussi intéressant parce qu'il est l'inventeur de la profession de guide de montagne. Genre ça n'existait pas avant, c'était juste des gens qui faisaient ça comme ça, puis lui il va après monter, il va commencer à apprendre à d'autres gens par où on passe, comment on fait, etc. Puis... Ouais, avec les sociétés d'alpinisme puis tout exactement. le kit, Donc lui c'est en gros le premier à faire une sorte de société d'alpinisme là dans les Alpes, à Chamonix, puis voilà, c'est l'histoire de Jacques Balmat. Ah, c'est intéressant. Ça, est-ce que vous en parlez pas mal dans votre coin de pays, en Savoie? C'est une sommité par chez nous. Une sommité, ouais, c'est comme ça. le big shot de la place. Ouais, c'est ça. Ben, y a des petites statues de lui, là, puis c'est un peu cool, là. Ah, ben, tant mieux. Ben, merci, Oriane, pour ce petit segment. Donc, là, on va commencer tout de suite avec Sean. Donc, c'est à toi. Bon, ben, bonjour. Oui, encore une fois. Ben oui, on s'est dit bonjour. Donc une histoire, donc oui, on ne parle pas beaucoup souvent dans les cursus scolaires, donc une histoire, l'histoire lesbienne. Et d'ailleurs, à ce titre, par contre, ça va bientôt changer, en tout cas en Écosse, parce que le Parlement écossais a annoncé, pour la petite anecdote d'actualité, en novembre 2018, donc novembre dernier, que justement l'Écosse allait devenir le premier État à intégrer le cursus LGBTQIA2, surtout LGBTQI en Europe, donc dans son cursus scolaire. Et donc, pour commencer aujourd'hui... C'est vraiment intéressant. C'est vraiment excitant. En fait, moi, je suis super... j'espère que ça va déborder ailleurs. Donc, je commence en fait par une petite anecdote. Donc, un matin d'hiver 1746, dans le sud-ouest de l'Angleterre, Mary Hamilton va être condamnée à être fouettée à travers les villes de Taunton, Glastonbury, Wells et Shipton Mallet dans le Somerset. Son crime, c'est d'avoir adopté des vêtements et un nom masculin, Charles Hamilton, pour pouvoir épouser une femme. Autre crime, l'emploi du godemichet pour remplir ses devoirs conjugaux. S'identifiant comme femme, Mary va adopter un genre opposé pour pouvoir vivre ses désirs envers d'autres femmes. Et cette histoire-là va faire scandale dans l'Angleterre du milieu du 18e siècle. Et un roman, la même année, sera même écrit en 1746 par Henry Fielding, The Female Husband. Qui raconte toute l'affaire, en fait. L'anecdote est vraiment intéressante parce que contredit un mythe qui a la vie dure en histoire lesbienne. C'est celui de l'invisibilité avant le 20e siècle. Et donc, l'histoire de Mary Charles Hamilton montre que non seulement c'était possible pour des femmes de vivre et d'exprimer leur amour d'autres femmes, mais aussi que la société était pas complètement ignorante du sujet. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler donc de ces femmes qui ont aimé d'autres femmes à partir de l'époque moderne, bien avant le 20e siècle, et de nos identités sexuelles actuelles, contemporaines. Mm-hmm. Et le cas donc de Mary Hamilton est très représentatif des histoires qui nous sont parvenues dans l'entremise des sources judiciaires, où les femmes sont par contre très peu présentes comparativement aux hommes qui sont arrêtés pour sodomie. Et la raison, c'est justement que c'est la sodomie qui est condamnée. Par les lois des royaumes européens comme la France ou l'Angleterre au XVIIIe siècle ou avant. Le crime de sodomie désigne surtout en général les pratiques sexuelles non procréatives au sens large où il y a pénétration. Au Moyen Âge, la sodomie désigne autant la pénétration anale entre deux hommes, entre un homme et une femme, que la bestialité avec les animaux, avant de se restreindre progressivement au cours de la Renaissance à la sodomie entre partenaires. Par exemple, en 1533, Henri VIII d'Angleterre va ordonner le Buggery Act, qui punit de mort la pénétration anale entre deux hommes. Par contre, seulement si on est capable d'établir la preuve de pénétration et d'éjaculation. Il faut qu'il y ait éjaculation pour être condamné. Des lois similaires vont être en vigueur en Europe, partout, et aussi dans leurs colonies nord-américaines après, et ce jusqu'au 19e siècle, et même dans la plupart des cas, modifié et moins la peine de mort, bien sûr, au 20e siècle, l'Angleterre jusqu'en 1967, le Canada en 69, l'Irlande en 93, et encore aujourd'hui, 72 États dans le monde condamnent l'homosexualité au prisme donc de la sodomie, en partie. Donc malgré tout, les femmes vont longtemps échapper à ces lois puisque dans l'imaginaire populaire, leur relation évoque pas vraiment la sodomie, contrairement au couple masculin. Et ça reflète vraiment l'obsession de la société de l'époque pour la pénétration, qui est vue comme un privilège en gros masculin. Et la majorité des femmes condamnées vont l'être donc après qu'une des deux partenaires se soit arrogé un rôle social ou sexuel masculin, que ce soit par exemple des vêtements, des métiers ou l'emploi d'un godemichet. Par exemple, Catherine Link va être la dernière femme exécutée en Europe, ça se passe en Saxe en 1721, pour s'être engagée dans l'armée comme soldat,
avoir revêtu donc un costume masculin et avoir utilisé un godemichet avec son épouse Katrina Müller. Et les sociétés européennes, donc, jusqu'à avant la fin du 19e siècle, ont vraiment beaucoup de difficultés à concevoir que des femmes puissent avoir des relations sexuelles s'il n'y a pas de pénétration. Et anecdote, il y a même un médecin vénitien, Sinistrari, en 1700, pour qui les tribades, c'est comme ça qu'on appelait donc les lesbiennes à l'époque, étaient reconnaissables par leur clitoris allongé qui dépassait de leur corps et qu'elles utilisaient pour pénétrer leur autre partenaire. S'il n'y a pas ça, c'est pas possible. C'est ça, donc c'est-à-dire que à l'époque, on croyait qu'il était obligé d'avoir une pénétration pour que ce soit une relation sexuelle. Exactement. Pour qu'il y ait vraiment une relation sexuelle complète jugée, la pénétration était vraiment centrale à cette compréhension-là. Et donc, c'est un manque d'imagination, on peut dire, qui va permettre à des femmes donc de vivre leur attachement, en fait, assez discrètement. Et surtout pour des femmes des classes plus aisées, il y a une tradition importante au 18e ou 19e siècle qui existe, ça s'appelle l'amitié romantique, qui est une tradition platonique héritée de la Renaissance, où vraiment on redécouvre les textes grecs et romains qui vantent l'amitié entre partenaires de même sexe. Et donc, dans cette tradition, l'ami devient un autre soi. L'amour qui l'unit à soi-même est vraiment vu même comme la plus haute forme d'amour possible, bien plus que l'amour conjugal, qui est même très peu recommandé, l'amour conjugal, avant la fin du 19e siècle. C'est pas vraiment quelque chose de... Voilà, ça a changé. Juste une formalité, finalement. C'est, voilà. Et ça va changer au 19e siècle tranquillement, mais l'amitié romantique reste quand même très importante. Et donc, deux amis pouvaient s'écrire des lettres enflammées, pouvaient même vivre ensemble, partager un même lit, puis ça suscitait pas tant de scandale que ça. Par exemple, on a deux femmes, Lady Eleanor Butler et Sarah Ponsonby, qui vont fuir ensemble l'Irlande pour s'établir au Pays de Galles en 1778, dans un manoir de, attention, nom gallois compliqué à prononcer, Llangollen. Ça s'écrit avec, il y a des L partout, mais c'est Llangollen. Et vivent ensemble pendant 50 ans. Et à la même époque, donc, une autre anglaise, une autre britannique, en fait, Anne Lister, pu même vivre plusieurs longues relations, va organiser des cérémonies de mariage avec ses amantes. Et on sait que ces relations n'étaient pas qu'affectives, donc qu'émotionnelles, mais avaient une dimension aussi sexuelle complète, parce que dans ses journaux intimes, Lister, on sait qu'elle évoque les préliminaires comme du grubbing et les relations sexuelles complètes comme going to Italy. Et apparemment... C'est quoi qui se passe en Italie? L'Italie fait très chaud, avait une très belle réputation encore à l'époque. Okay, c'est pour ça. Et apparemment, elle est allée en Italie assez souvent dans son journal intime, ce qui me fait dire good for her. Donc, pour des femmes, donc disons moins privilégiées que Anne Lister ou les dames de Llangollen, on a aussi des traces, par exemple, d'arrangements domestiques et de relations parmi des femmes du peuple, des ouvrières, ou même parmi des travailleuses du sexe de Paris ou de Londres à l'époque, fin 18e, début 19e siècle. À Paris, on a aussi au cours des années 1780-90, le Club des Anandrines, qui réunit plusieurs femmes du monde artistique, dont l'actrice Mademoiselle Raucourt, qu'on accuse aussi, Marie-Antoinette, d'être l'amante pour mieux discréditer la monarchie juste avant la Révolution de 1789. Et dans ce cas-là, par contre, il faut être prudent, parce que ça illustre un autre problème qui affecte l'histoire lesbienne, c'est-à-dire le regard masculin qui est plus intéressé à titiller les hommes qu'à représenter la réalité de ces femmes-là. Donc, souvent, quand ce sont des hommes qui nous racontent, surtout à l'époque, ces histoires-là, c'est beaucoup plus, on peut dire un peu comme la pornographie moderne qui cherche plus à éveiller le désir chez l'homme que vraiment de décrire la réalité de ces femmes-là. Et donc, la marge de manœuvre, par contre, que ces femmes-là disposaient va être facilitée au 19e siècle en partie parce que les mentalités se transforment à propos des envies sexuelles féminines. Avant, au 18e siècle, les femmes sont perçues comme ayant des appétits sexuels débordants, difficiles à maîtriser, alors qu'au 19e siècle, la femme est vue comme maintenant passive, chaste et pure, et dont les attachements sont surtout émotionnels. Ce qui contribue à obscurcir encore plus les possibles sexuels ou érotiques entre femmes, mais surtout, il faut dire, entre femmes blanches, puisque surtout au 19e siècle, le discours raciste décrit les femmes donc racisées comme des objets sexuels hyper sexualisés, littéralement, accessibles à l'homme blanc. Et ça, c'est vrai donc pour les Afro-Américaines aux États-Unis, et c'est vrai pour les femmes des Premières Nations au Canada, par exemple. Mais pour les femmes blanches, alors qu'avance le 19e siècle, l'amitié s'idéalise encore plus. Et aux États-Unis, un nom apparaît, ce sont les Boston Marriage,
où des femmes, donc blanches issues de la classe moyenne, vont s'unir ensemble pour fonder des foyers. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans les lettres, on peut les voir répliquer les liens entre époux et épouses. Donc, certaines assumant des tâches plus traditionnellement perçues plus masculines et d'autres traditionnellement perçues plus féminines, alors que d'autres répliquent des liens mère-fille, une femme plus âgée guide une femme plus jeune. Et ces relations-là, bien sûr, existent pas juste en Amérique, en Europe aussi. Par exemple, on a les dames de Fontainebleau, à la fin du 19e siècle, Rosa Bonheur et Anna Klumpke vont vivre ensemble plusieurs années, avec leur propre maison et tout. Et c'est vraiment qu'à la fin du 19e siècle, qu'homosexualité féminine va être largement liée à l'homosexualité masculine et qu'elle va être condamnée. Et au cours des années 1890, émerge parmi les autorités médicales l'idée que les attachements entre femmes trop prononcés sont morbides et donc, l'amour entre femmes va vraiment être pathologisé par la majorité des sexologues. Mais par contre, il faut préciser, comme j'ai dit dans ma dernière chronique, ces idées-là sont vraiment circonscrites et c'est seulement qu'avec la publication de The Well of Loneliness en 1928 par Radcliffe Hall qu'on peut voir un point tournant arriver dans ce qu'on peut appeler la condamnation sociale un peu plus générale de l'homosexualité féminine. L'œuvre décrit l'amour lesbien et va donner une visibilité sans précédent aux couples de femmes et aussi va populariser l'image de la femme masculine et de sa compagne plus féminine. Donc, ce stéréotype-là vraiment devient populaire. Ah bon, on reste dans les genres aussi, là. On reste dans les genres, ça va dans le costume et tout, et autant que dans les tâches un peu plus sociales, on pourrait dire. Ça vient là. Ça vient pas de là, mais ça se généralise, là. Et le scandale, donc, va vraiment contribuer, avec la médicalisation de l'homosexualité, à poser les fondements d'un mouvement lesbien plus tard au 20e siècle, qui va être par contre complètement différent, dont j'aurais pas le temps de parler aujourd'hui, qui pourrait faire l'objet d'autres études. Et pour conclure, donc, ces femmes-là, qui malgré leur sous-représentation dans les sources judiciaires, le poids du regard masculin, le male gaze, du patriarcat et la condamnation croissante de l'homosexualité féminine au 20e siècle, vont pouvoir vivre leurs sentiments et qui n'étaient pas du tout réduites au silence. Comme je vois là, plusieurs cas existent aujourd'hui. Oh, ben merci. Je pense que Brinta, tu avais une question. Oui, j'ai une question. Est-ce que dans les journaux intimes, donc des femmes homosexuelles, tu as réussi à retrouver comme des réactions ou des rapports ou des relations avec les femmes hétérosexuelles? Comment... Oui, ben on en a. Surtout, il y a plusieurs exemples, mais je crois que celui qui est peut-être le plus, où il y a le plus de liens, c'est à la fin du 19e siècle. On a les mouvements réformistes ou ce qu'on appelle les féministes maternalistes, donc sont vraiment impliqués dans la réforme de la société. Et il y a beaucoup de couples de femmes qui vont être engagées là-dedans. Aux États-Unis, même au Canada anglais. Aux États-Unis, même, en Grande-Bretagne, elles vont faire partie des mouvements de réforme du mariage et vont développer de grandes amitiés avec ces femmes qui sont plus attirées par les hommes, donc hétérosexuels. Donc, c'est ce qui fait dire que l'histoire lesbienne est beaucoup plus liée à l'histoire du genre, des femmes et du genre, que peut-être à d'autres types d'histoires parfois. Donc, voilà. Ben, merci beaucoup, Sam. C'était vraiment intéressant, toutes ces informations-là. Puis souhaitons que niveau cursus scolaire, comme tu disais, en Écosse, puisse aborder ces genres de perspectives-là, puis les mettre en relation avec d'autres genres d'histoires. Doigts croisés. Ouais, on le souhaite assez fort. Donc, on s'en va à musique. Oriane, qu'est-ce qu'on écoute? Je sais pas si vous avez suivi, mais la semaine dernière, il y a eu la rupture d'un barrage minier au Brésil. Oui. Qui a fait 34 morts puis plus de 300 disparus sous des coulées de boue. Donc, les autorités disent que les 300 disparus, potentiellement, on les retrouvera pas trop. Ils sont ensevelis sous la boue. Donc, on va écouter donc une Brésilienne, Flavia Coelho, qui, elle, nous parle du paradis. C'est pas beau, ça? O sono fugiu de mim, painho, vem cá, menina. Mainha tá no paraíso, mainha tá no paraíso. O sono fugiu de mim, painho, vem cá, menina.
Trilhas, oleiras, envelhecimento da última excursão. Eu, a mercê de Narciso, que ama a si mesmo e detesta um não. A tinta da caneta secou de tanto escrever. Páginas, rascunhos da existência. A minha debatão, debater que a tundeira tentou. Debater que a tundeira tuntai. Ai, debater down, debater down. Ai, o sono fugiu de mim. Pai, vem cá, menina. Mainha tá no paraíso. Mainha tá no paraíso. De retour à Histoire de passer le temps. Merci Oriane pour cette musique brésilienne pour les gens à Minas Gerais. Hein, c'est l'État où est-ce que ça s'est passé. J'ai un ami qui vient de là, puis des pensées pour ces gens-là. Donc, on va continuer avec Sabrina. Donc, c'est à toi, je te laisse la parole. Merci, Gabrielle. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, c'est sans réelle surprise là, que vous apprenez que ma première chronique porte sur un aspect de l'épisode des rébellions de 37-38, plus précisément par rapport à l'application injuste. Le mot injuste, là, je vais le définir au courant de ma chronique. De la loi dans le cadre de la condamnation et l'exécution de Joseph Narcisse Cardinal, qui est un patriote de Châteauguay. Il s'agit d'un cas quand même moins connu que les pendaisons célèbres du 15 février 1839, celles qu'on commémore d'ailleurs le plus souvent. Mais elle s'avère tout aussi révélatrice quant aux abus de la loi pendant cette crise sociale et politique. À cet effet, l'historien du droit F. Murray Greenwood qualifiera la répression des rébellions, et je le cite, de pire exemple d'abus de l'appareil judiciaire de toute l'histoire du Canada. Quand même. Pour vous situer brièvement, les rébellions au Haut et au Bas-Canada se présentent dans un contexte de révolution transatlantique. Il s'agit d'une époque de construction nationale par laquelle la légitimité des grandes puissances est remise en question et où plusieurs peuples sont en révolution, comme par exemple les États-Unis, l'Irlande, Haïti et plusieurs pays d'Amérique latine. Et ce, au profit d'un plus grand autonomisme et d'une émancipation coloniale. Le Canada, influencé notamment par l'indépendance des 13 colonies, entre dans cette posture de revendication des pouvoirs de la Grande-Bretagne. Pour les fins de cette chronique, je vais traiter seulement de la situation des Canadiens français au Bas-Canada, mais fait est aussi à noter que cette situation d'instabilité politique est semblable aussi au Canada. Mais qui est alors Joseph Narcisse Cardinal dans le sillage des rébellions? Cardinal naît à Saint-Constant en février 1808. Il fait ses études au Petit Séminaire de Montréal de 1817 à 1822. Il fait par la suite l'apprentissage du droit à Châteauguay à compter de 1823 aux côtés du notaire François-Georges Lepayeur. Je vais faire un petit peu de publicité. Vous pouvez d'ailleurs toujours visiter la maison de François-Georges Lepayeur. Elle est située sur le boulevard Salaberry à Châteauguay. C'est un très beau monument, cette maison-là, 1792, donc c'est un beau morceau. Encore debout. Ouais. En même temps que la pratique de sa profession, Cardinal il va s'impliquer beaucoup au niveau politique et au niveau social dans sa communauté. Il devient syndic de l'école de la paroisse de Saint-Joachim en 1829, ainsi que, un poste très prestigieux, secrétaire de la Société d'agriculture du comté de la Prairie. Rien de moins. Cependant, l'histoire se rappelle surtout de son élection en tant que député de la Prairie en 1834 et de son poste d'officier de milice. Malgré le fait qu'il ne prend pas part à l'insurrection de 1837, celui-ci va tout de même gagner les États-Unis par mesure préventive en compagnie de d'autres chefs patriotes qui ont pour leur part leur tête mise à prix à ce moment-là. De retour au Bas-Canada en février ou mars 1838, on n'est pas certain de la date exacte de son retour. Son mandat de député prend fin avec la suspension de la Constitution le 27 mars 1838. Tel que je l'ai
préalablement mentionnés, les insurgés de la région de Châteauguay furent davantage sollicités pendant la deuxième phase des rébellions au Bas-Canada, c'est-à-dire durant l'année 1838. C'est surtout à travers les différentes cellules des frères chasseurs qui sont mises en place partout dans la province. Puis les frères chasseurs, ça, c'est la société secrète, ça? Oui, exactement. En fait, je vais y venir. Je vais la définir à l'instant. Ah, génial. Pour la petite histoire, les frères chasseurs sont un groupe paramilitaire fondé notamment par Robert Nelson. L'organisation est créée suite aux défaites de 1837 et a pour but de répandre et d'œuvrer pour la création d'une république au Bas-Canada. Des beaux idéaux, quand même. Des grands projets, là. Le sort de Cardinal et de plusieurs patriotes de Châteauguay se décide le 4 novembre 1838. Alors que les insurgés tentent de prendre possession d'un dépôt d'armes des Mohawks à Kanawake. En fait, le but était à la base que le 4 novembre marque une révolte générale menée par les différentes loges des frères chasseurs partout sur le territoire du Bas-Canada. Toutefois, suite à cette tentative fortuite, 75 patriotes sont capturés par les Iroquois et rendus directement aux autorités coloniales. Ils sont tout de suite amenés à la prison du Pied-du-Courant, qui est ici à Montréal, où ils sont emprisonnés et attendent leur procès. Le 21 décembre 1838, malheureusement, monte sur l'échafaud Cardinal aux côtés de son étudiant Joseph Duquette, qui n'est alors âgé que de 22 ans. C'est quand même terrible, hein? Quand même. Mais pour ajouter au drame, la pendaison de Duquette ne se passera pas bien, comme si, je le dis comme si ça pouvait bien se passer une pendaison, mais celui-ci restera pendu plus d'une dizaine de minutes par la bouche. Ouf. Ouch. La corde avait été mal mise, finalement. Oui, exact. Avant que le bourreau décide, peut-être par éveil de conscience, on ne le sait trop, de lui passer une autre corde au cou. C'était pas assez, la première. Hein. Non, c'est ça. Il fallait le pendre une deuxième fois. Cet épisode marque le coup d'envoi des pendaisons au Pied-du-Courant et certainement d'une lourde répression envers la population par le pouvoir. Depuis le début de ma chronique, j'affirme qu'il s'agit d'un cas d'injustice et d'abus de l'appareil judiciaire, mais qu'est-ce qui le rend plus injuste, ou du moins tout autant que d'autres pratiques à la même époque? En fait, il faut remonter à la fin de l'année 1837 pour bien comprendre. En effet, le 27 novembre 1837, après déjà plusieurs échecs du côté patriote, le gouvernement en a assez des revendications et la Cour des sessions de paix autorise le gouverneur Gosford à imposer la loi martiale dans tout le district de Montréal. Les juristes agissent alors quelque peu comme des électrons libres, si on peut le dire comme ça, et interprètent le décret de sorte qu'à partir de ce moment-là, le gouverneur peut proclamer la loi martiale le 5 décembre sans que celui-ci n'ait recours à l'Assemblée. Par la suspension de l'habeas corpus, les magistrats et les officiers de milice ont le droit d'arrêter toute personne suspecte de mener des activités sympathisantes ou en lien direct avec les patriotes. Les termes de l'habeas corpus, introduits en 1784 au Canada, énonçaient alors une liberté fondamentale, celle de ne pas être emprisonné sans jugement, contraire à de l'arbitraire qui permet d'arrêter n'importe qui sans raison valable. En vertu du principe, toute personne arrêtée a le droit de savoir les motifs de son arrestation et l'annonce du crime commis. Ensuite, elle peut être libérée sous caution puis amenée dans les jours qui suivent devant un juge. La suspension de la Constitution en février 1938 engendre aussi l'établissement au mois de mars d'un conseil spécial comme entité législative et punitive. Ce conseil aura alors préséance sur la direction de la colonie pendant plus de 3 ans. Et c'est les pleins pouvoirs aussi, vu qu'il n'y a plus la Chambre d'Assemblée. Hein. Oui, exactement. C'est un pouvoir qui est très arbitraire. Un conseil de représentants, bien entendu non élu à ce moment-là, et qui gouverne par décret. On parle alors d'une disparition totale, ou du moins quasi totale, de la démocratie nouvelle au Bas-Canada. Ces mesures sont à la fois exceptionnelles, mais semblent quand même expliquer des certaines ingérences d'une justice qui est plutôt partiale dans la répression des patriotes. Les historiens avancent à ce sujet que l'injustice des procès ne se fait pas dans l'absence de conscience quand même. Dès le premier procès, et à une exception près, lors de tous les procès subséquents, la légalité de la cour martiale fut contestée par les avocats de la défense, sans toutefois provoquer de réelles incidences quant à l'issue de ceux-ci. Le crime de haute trahison, qui est alors interprété de toutes les manières possibles pour condamner, détermine coupable à la peine de mort tous ceux qui,
complote ou imagine la mort du roi ou soulève une guerre contre le roi. En ce sens, avec les mesures de la loi martiale, peut être condamné à mort n'importe qui, vraiment, sans avoir besoin de prouver nécessairement sa culpabilité ou du moins sans trop déployer d'efforts pour le faire. Finalement, c'est la moitié du Bas-Canada qui peut être accusé, là, au final. Quasi. Du moins, tous les sympathisants ou ceux qui ont des idées sympathisantes. Les familles, etc. Exact. Cardinal comparaît devant le Conseil de guerre au mois de décembre 1838. Celui-ci va choisir de contester, d'ailleurs, les compétences du tribunal et va exiger un procès devant jury. J'ai déjà vendu le punch, là, mais ouais, malgré ses tentatives de remettre en cause le pouvoir de la Cour, ça va rien changer à l'issue de son procès. Ce qui est particulièrement étonnant dans le cas de Cardinal et Duquette, c'est qu'il est plutôt difficile de les voir comme des radicaux, au même titre que les populaires Robert Nelson ou de Lorimier. Dans leurs adieux politiques, on pourra lire un certain regret, une demande de repentance, une demande de pardon, bien loin des accusations et du mépris dans les lettres d'adieu des plus engagés. On pense à de Lorimier, justement. Là. Oui, ouais. Entre autres. Est-ce que c'était pour bien cacher la chose? On ne sait trop, mais... Sauver de la potence. Mais du moins, on voit quand même une certaine repentance. Leurs bons mots n'aideront toutefois pas leur cause, de même que les nombreuses lettres écrites par la femme de Cardinal à Lady Colborne, suppliant d'épargner son mari. Pour conclure, ce qui est injuste dans le cadre, c'est surtout l'aspect inconstitutionnel de la sentence et de l'exécution de Cardinal et de Duquette, par le fait même. La loi, qui est alors supposée être gage d'équité et d'égalité, est dans ce contexte au service strictement du politique. La répression à l'endroit des patriotes, qui est supportée par la loi, se fera sentir bien après la fin de l'épisode même. Sur 99 condamnations, 58 seront exilées dans la colonie de travail de Longbottom en Australie et 12 seront pendus à la prison du pied du courant. Pour les exilés, la reine Victoria les autorisera à revenir, mais seulement à partir de 1844 et par leurs propres moyens. Dans le sens qu'on leur fournit pas le voyage en bateau pour le retour, donc il y en a certains qui ça va leur prendre même des années à revenir. C'est plusieurs escales aussi, partir de l'Australie. Oui, puis, exactement. Puis pour y aller, c'est long. Pour revenir, ça va être encore plus long. Hein. Mais ce qu'on va faire surtout, c'est travailler à un endroit, pouvoir prendre le bateau jusqu'à un prochain. Peut-être un trajet qui coûte un petit peu moins cher, le temps qu'on puisse travailler encore et revenir. Par ailleurs, même si la plupart retrouvent leur famille, ça va être une minorité en fait qui ne va pas revenir. Un va choisir de rester sur place et de mémoire, il y en a 2 qui vont mourir. Le retour, il est quand même pas tout rose. François-Maurice Lepayeur, qui est le fils du maître notaire de Cardinal, dont j'ai parlé précédemment, perd sa femme rapidement après son retour. Comme la femme de Cardinal et Lepayeur étaient très proches, en fait, les deux familles là, étaient vraiment très proches, François-Maurice trouvera refuge auprès de la veuve de Cardinal et se mariera avec elle. Comme celle-ci était d'ailleurs enceinte à la pendaison de son mari, ce sera l'occasion pour ce jeune orphelin d'avoir un père pour la première fois. Ça, c'était le segment émotif. C'est encore plus tragique. La question des patriotes ne se règle pourtant pas à ce moment-là. Le climat de tension et de peur persiste. En 1849, un projet de loi est mis sur pied pour indemniser les victimes de l'armée lors de la répression des 2 soulèvements patriotes. Le débat à l'Assemblée va quand même être assez virulent. Les Tories attaquent immédiatement le gouvernement Lafontaine-Baldwin à propos des sommes impliquées, parce qu'on parle quand même là, de plusieurs milliers de dollars, et surtout du risque qu'ont des dommages par erreur des rebelles n'ayant pas eu ce qu'ils méritaient en 37-38. S'il fallait les indemniser, eux autres. En plus, il fallait leur donner de l'argent pour tout le tort qu'ils ont causé, ce serait terrible. Le débat porte donc principalement sur les critères pour déterminer l'éligibilité des demandeurs. Au terme de presque 2 ans d'audience, les commissaires auront reçu 2650 demandes d'indemnisation. De ce nombre-là, il y a quand même 214 demandes qui vont être rejetées de facto.
la raison fréquemment évoquée pour refuser d'allouer une indemnité, ben c'est surtout la participation aux rébellions ou du moins la sympathie aux rébellions. À ce moment-là, toutes les occasions vont être bonnes là, pour pas indemniser finalement. Qu'il s'agisse d'une simple présence à un camp armé ou pour avoir participé à un rassemblement politique interdit. On pense en particulier là, aux 58 exilés en Australie qui, eux, seront automatiquement exclus de ces indemnités-là. Seront également rejetées les demandes présentées par la famille des patriotes condamnés à mort. C'est vrai que la mort d'un proche, c'est pas suffisant. En plus, si notre maison est détruite, ben tant pis pour l'argent pour la reconstruire parce que au final on a eu ce qu'on méritait. C'est donc dire que dans le cas des rébellions, la loi est au service total du politique et non pour surveiller ses abus, créant une crise sociale qui durera pendant des décennies après les événements, dissimant des familles et des réseaux d'entraide et de sociabilité de manière tout à fait définitive. Ainsi, la justice que je mets ici en grands guillemets, règne pour les loyaux, mais certainement contre celles et ceux qui ont combattu pour une nation canadienne-française. Ah ben, c'est super. Merci, Sabrina. En fait, on a un petit peu de temps. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de la version des faits des Mohawks qui a été transmise de génération en génération, puis qui est parvenue à ton oreille, justement. Puis j'aimerais ça que tu nous en parles. Je trouve ça assez extraordinaire comme histoire. Ben là, en fait, j'en parle quand même de manière informelle, là, parce que moi, c'est mon bon chum Harley, mon ami Mohawk, j'aime l'appeler mon ami, là, mais je pense qu'on n'est pas rendu là dans notre relation, mais j'ai été appelée à travailler avec lui, puis il m'a livré en fait cette version-là de l'histoire, et c'est qu'en fait, de leur côté, comment ils se sont transmis cette saga-là de la prise du dépôt d'armes à Kahnawake, c'est que apparemment, il y aurait eu une femme qui a été à la recherche de sa vache qui serait échappée de son enclos pendant que tout le monde était à la messe, en fait, dans une petite église. Voyant en fait tous les patriotes arriver, c'est vraiment une foule, puis à ce moment-là, je veux dire, voir autant d'hommes arriver, c'est quand même intimidant. Donc la femme a délaissé la recherche de sa vache pour aller alerter tout le monde dans la petite église. Puis en fait, c'est comme ça que tout le monde s'est rendu et ont intercepté en fait la prise des armes. Est-ce que si on les avait pas interceptés, si la dame avait pas perdu sa vache et aurait été à sa recherche, est-ce que les patriotes auraient pu prendre les armes et s'en servir? Ça, c'est l'histoire avec les si, on peut pas faire ça. C'est amusant rêvasser là-dessus, mais ouais, tout cet événement-là s'est joué à partir de la recherche d'une vache. J'aurais un petit commentaire pour faire suite à ton analyse de la justice que je trouve très intéressante. J'avais fait un travail sur les rébellions du Nord-Ouest, puis on voit exactement ce même genre de cadre là où la justice sert d'abord et avant tout un idéal politique qu'on tente de mettre en place dans le cadre d'une construction nationale, disons. Puis dans ces procès-là, il y a qu'un seul métis qui a été pendu, donc Louis Riel. Aucun blanc n'a été pendu ou a subi quelconque pas réprobation, mais en tout cas, je cherche un mot. Réprimande. Réprimande, disons ça. Et il y a comme une trentaine d'Amérindiens qui ont été pendus. Mais ça, on n'en parle absolument pas. Puis c'était un peu pour reprendre le contrôle des plaines. Donc bref, c'était juste pour faire suite à ce que tu disais. C'est un beau parallèle. Merci pour le clin d'œil, d'ailleurs. Donc, merci pour ta chronique, Sabrina. C'était vraiment intéressant. On s'en va en musique à cette heure. Oriane, qu'as-tu à nous proposer? On s'en va avec deux sœurs chanteuses qui forment un groupe qui s'appelle IBI et qui nous chantent Deathless. Do you know why I'm here?
de retour à Histoire de passer le temps en compagnie de Gabriel Thériault à l'animation. Sans plus tarder, on va continuer avec Brinta qui va nous parler d'immigration des Tamouls au Canada, c'est ça? Exactement. Alors on vient tout juste de terminer le mois du patrimoine tamoul qui a été adopté à l'unanimité par le Parlement en 2016, ici au Canada. Il s'agit en fait d'un mois qui a une importance particulière pour la communauté tamoule du Canada, mais aussi à travers le monde, car on célèbre notamment Thai Pongal, qui est la fête tamoule des moissons, surtout pour la communauté hindoue, là, c'est la communauté hindoue qui célèbre cette fête. Et donc pour cette chronique, j'ai donc décidé de vous parler de l'immigration tamoule au Canada. On va donc parler des Tamouls qui viennent du Sri Lanka, parce qu'on a aussi une communauté qui est présente en Inde, en Malaisie, etc. Et il faut savoir que le Canada abrite l'une des plus importantes diasporas tamoules au monde, qu'on estime à environ 300 000 aujourd'hui. Et c'est dispersé partout au Canada. C'est ça. Un peu partout, enfin, il y a une forte concentration à Toronto. Ouais, puis les centres urbains aussi. Ouais, c'est ça. Puis Montréal, Vancouver, mais la communauté de Montréal est aussi importante. Les premiers immigrants issus du Sri Lanka sont des Burghers, ce sont des métis d'ascendance européenne et sri-lankaise, et on estime qu'entre 1946 et 1955, il y avait 27 individus qui ont migré vers le Canada. C'est toute une cohorte. Ouais, c'est ça. Et dans les années 50, le gouvernement du Canada avait établi un quota de 50 immigrants annuels en provenance du Sri Lanka. Faut recontextualiser un petit peu les politiques d'immigration canadiennes. Faut pas oublier que tous les immigrants n'étaient pas perçus du même œil dans la première moitié du XXe siècle et même un petit peu après la Seconde Guerre mondiale. C'est un peu comme aux États-Unis, il y avait donc des quotas pour des groupes de population et on excluait certains groupes avec des quotas moindres. Par exemple, le Sri Lanka, c'était juste 50 individus. Et il n'y avait pas de loi en particulier pour les réfugiés, mais juste des politiques d'immigration, donc avec un système de quotas basé sur le pays d'origine, la couleur de peau, etc. Et les réfugiés qui arrivaient étaient considérés au cas par cas, et on faisait en fait exception aux lois d'immigration qui existaient. Ça me fait penser au Komagata Maru, qui est arrivé en 1914 avec par exemple 376 passagers principalement d'origine sikh, qui ont été détenus pendant 2 mois avant d'être renvoyés sous prétexte qu'ils n'ont pas fait de cheminement direct vers le Canada, chose qui, disons-le, est très très peu réalisable, même pas du tout réalisable. Ouais, c'est ça, surtout en partant du Sri Lanka. Ouais. De faire des arrêts. Là. Ouais. Mais là, c'était du coup le Komagata Maru, ça venait d'Inde, mais je me rappelle plus où il s'était arrêté avant d'arriver au Canada. C'est une autre affaire. Donc c'est ça. Donc à ce moment-là, on va surtout favoriser donc l'immigration européenne, en particulier du Royaume-Uni, mais aussi de l'Europe de l'Ouest. Puis on avait un peu quelques immigrants qui venaient aussi de l'Europe du Sud, d'Italie, de Grèce et du Portugal, par exemple. En fait, cette attitude d'exclusion raciale, elle ne change qu'après la Seconde Guerre mondiale, à cause de la situation économique au Canada, qui est en plein boom. Et là, on va avoir besoin de main-d'œuvre. Et vers la fin des années 60, il n'y a plus vraiment donc de discrimination raciale en matière d'immigration. Et on va ouvrir les portes du Canada à des immigrés qui auraient été rejetés en temps normal. Et en 1971, pour la première fois dans l'histoire du Canada, la majorité de ceux qui immigraient au pays étaient d'ascendance non européenne. Mais on va quand même mettre en place un système de points qui existe encore aujourd'hui. Donc à la fin des années 60, donc chaque candidat se voyait attribuer des points pour son âge, son éducation, sa capacité à parler anglais ou français, ses compétences professionnelles aussi. Donc on va donc sélectionner le migrant à ce point-là, et il y avait même des annonces qui étaient placées dans les journaux anglophones du Sri Lanka qui encourageaient les travailleurs diplômés correspondant en fait au marché du travail canadien à appliquer déjà dans les années 50 et 60, fin des années 50. L'immigration tamoule débute réellement dans les années 50 parce qu'il y a déjà des tensions au Sri Lanka, et on dénombre à ce moment-là
en 1970, on dénombre 5000 immigrants d'origine tamoule. Et c'est très important ici de souligner qu'il y a une réelle différence entre les immigrants tamouls de l'avant 1983 et après 1983. Qu'est-ce qui se passe en 1983? On a le Black July Riot, le pogrom anti-tamoul, et on atteint vraiment le climax des tensions qui s'accumulent depuis 1950 après le passage du Sinhalese Language Act et d'un certain nombre de lois discriminatoires à l'encontre de la communauté tamoule. Donc pour venir à ce que je disais, avant 1983, c'est surtout une immigration d'une classe moyenne assez occidentalisée qui avait suffisamment de fortune et de revenus pour subvenir à leurs besoins en venant s'installer au Canada, et ce sont souvent des personnes qui ont pu faire des études puis venir par choix ouais, aussi, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et après 1983, c'est pas des immigrants, c'est des demandeurs d'asile qui arrivent et qui fuient les tensions, la guerre civile, les persécutions et les violences. En 1978, le Canada a promulgué une nouvelle loi sur l'immigration qui affirmait pour la première fois son engagement à accueillir les réfugiés opprimés ou les personnes qui craignaient avec raison valable d'être persécutées dans leur pays de citoyenneté. Par conséquent, les réfugiés n'étaient plus admis au Canada en tant qu'exception en fait au règlement, et l'admission de réfugiés faisait maintenant partie intégrante de la loi et de la réglementation canadienne en matière d'immigration. Ça a l'air assez simple en surface, mais en fait, le Canada réservait une part minoritaire dans le quota d'immigrants aux réfugiés chaque année, et il y avait 2 voies par lesquelles les réfugiés arrivaient au Canada. Premièrement, il y a une coopération entre différents pays et les organismes internationaux qui s'occupent des réfugiés, et chaque agent d'immigration canadien en fait interrogeait et sélectionnait les réfugiés qui allaient venir s'installer au Canada. Ces réfugiés ont généralement trouvé un refuge temporaire en dehors de leur pays de citoyenneté, donc dans un pays voisin. L'autre voie par lesquelles les réfugiés entraient au Canada, elle est beaucoup plus controverse parce que ce sont des personnes qui n'ont pas été choisies et sélectionnées et qui se rendent d'eux-mêmes au Canada par un moyen ou par un autre et qui se déclarent en tant que réfugiés. Et puis là commence tout un processus où on va en fait voir si c'est vraiment un réfugié légitime, etc. Et au fur et à mesure des années, il y a comme un durcissement dans le processus entre, par exemple, le moment où le réfugié va arriver et le moment où on va lui donner la réponse où soit il peut rester sur le territoire canadien, soit être renvoyé. Donc, il y a vraiment un raccourcissement dans le délai. Et c'est à ce moment-là qu'arrive le Origay, qui est en provenance de Break, en Allemagne de l'Ouest, avec 150 Tamouls en août 1986 sur les sur les côtes de Terre-Neuve, pardon. Ce sont des Tamouls qui vivaient dans des camps de réfugiés près de Hambourg, qui avaient payé environ $3,400 chacun pour leur voyage, et donc ils sont arrivés sur un bateau, puis ils ont été remis sur un bateau de sauvetage. Okay. Et à ce moment-là, le bateau du capitaine Dalton les a repérés et on les a emmenés à St. John, hébergés pendant quelque temps au Memorial University, et ils ont rapidement obtenu un permis de résidence d'1 an. On parle de quelques mois, parce qu'en vertu de la loi canadienne, ils ne pouvaient pas être expulsés vers leur pays d'origine en raison de la guerre civile et des persécutions qu'ils subissaient donc dans leur pays de citoyenneté. Et ils ont donc été autorisés à travailler tout de suite, plus ou moins, un avantage qui leur aurait été refusé pendant 2 ans s'ils avaient été restés en Allemagne à cause du processus qu'il y avait dans leur pays. Donc il n'y avait pas de détention agressive à ce moment-là. Et en 1986, en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la protection des réfugiés, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a décerné la médaille Nansen au Canada. Il y a un renversement de situation qui arrive au cours des années 90. On va adopter un certain nombre de politiques visant à réduire le nombre de réfugiés, et parce qu'on va vouloir en fait intégrer les personnes qui sont déjà présentes au Canada. Et puis je pense que c'est aussi le contexte d'après le 11 septembre avec la question de la sécurité nationale, où on va avoir des inquiétudes qui sont un conservatisme aussi. C'est ça, qui deviennent visibles
près d'un quart de siècle après Laurie Gay qui arrive en 1986, lorsqu'un autre bateau de migrants tamouls a débarqué sur les côtes du pays, le Canada réagit totalement différemment. Donc sur les 492 demandeurs d'asile tamouls qui sont arrivés en août 2010 sur le MV Sun Sea et le Ocean Lady, presque tous ont été arrêtés par les autorités canadiennes de l'immigration. Certains restent encore en détention. À la suite de l'arrivée du Sun Sea, le gouvernement canadien s'est engagé à adopter le projet de loi C-31 qui punissait en fait les réfugiés jugés illégaux en prévoyant notamment une peine de prison obligatoire d'1 an sans contrôle judiciaire. Et en fait, cette loi va faciliter l'exclusion des prisonniers politiques et des activistes de la définition de réfugiés. Donc, on les considère pas comme des réfugiés. Et en fait, on a criminalisé ces réfugiés qui fuyaient les persécutions dans leur pays en disant qu'ils avaient enfreint la loi parce qu'ils ont utilisé un passeur et l'usage par conséquent, ils ont participé au trafic d'êtres humains. Et ceci en dépit de la reconnaissance dans le droit international que les réfugiés n'ont pas le choix et doivent souvent faire appel à des passeurs pour fuir le danger et les persécutions et exercer leur droit de demander l'asile dans les pays signataires de la Convention sur les réfugiés. Dans ce contexte de post-11 septembre, il y a vraiment des profondes inquiétudes et questionnements sur ces demandeurs d'asile qui arrivent et qui sont présents sur le bateau. On va faire des rapprochements entre les Tigres tamouls, donc le groupe LTT, qui luttait donc contre les discriminations du gouvernement au Sri Lanka pendant la guerre civile. Et en 2006, le Canada les a reconnus comme un groupe terroriste. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment criminaliser tous ces réfugiés. Et on va pas reconnaître en fait les crimes commis par l'État sri-lankais et le génocide tamoul qui existe en fait, qui était en place, et on va vraiment stigmatiser cette population qui arrive. Donc on va on va exagérer, la menace posée par les demandeurs d'asile à ce moment-là. Et donc, dès qu'il y avait un lien quelconque avec les Tigres tamouls, on refusait en fait la demande d'asile de cette population. Et ce qui était quasiment impossible parce que les Tigres tamouls, en fait, remplaçaient un peu le gouvernement dans le nord du Sri Lanka et on avait forcément affaire aux Tigres tamouls à ce moment-là. Donc, c'était quasiment impossible. Donc on a donc deux politiques qui sont totalement opposées et comme le questionne Janet Dench, qui est directrice exécutive du Conseil canadien pour les réfugiés, est-ce que le 11 septembre aurait joué un rôle quelconque dans la réaction du gouvernement face à ce bateau? C'est une question que je me pose encore aujourd'hui, mais ce qui est certain, c'est qu'arriver par bateau attire le regard des médias et je pense que ça joue définitivement un rôle dans les réactions que les autorités peuvent avoir. Puis en tout cas, j'ai envie de terminer cette chronique par un extrait du poème Home de Worcestershire qui peut nous aider à peut-être humaniser un petit peu ce débat qu'on a continuellement encore aujourd'hui autour des réfugiés. Oui, aujourd'hui, ça transparaît beaucoup. Ouais, dans les pays occidentaux, un peu partout. Donc, je cite « No one leaves home unless home is the mouth of a shark. You only run for the border when you see the whole city running as well. You have to understand that no one puts their children in a boat unless the water is safer than the land. » C'est très bien dit. Ouais. Ben, merci beaucoup, Brinta. Puis en fait, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Je voulais remercier en fait ma ribambelle de chroniqueurs avec nous aujourd'hui. Puis en fait, je vous rappelle que vous pouvez réécouter l'émission en balado. Sur iTunes, dans le fond, vous pouvez télécharger ainsi que sur Spotify. Donc, on se revoit vendredi prochain dès 16h sur les ondes numériques de choc.ca. Bonne fin de semaine.